Rebonsoir et re-bienvenue dans Soir d'Info. Cette émission va certainement intéresser les asthmatiques et les parents d'enfants asthmatiques. Nous sommes ce soir en présence d'un professeur titulaire de pédiatrie, chef de service de pneumologie pédiatrique à l'hôpital d'enfants Albert Royer, enseignant-chercheur. Vous êtes également spécialiste en pneumopédiatrie, allergologie, pionnier de l'oxygénothérapie, j'y arrive à domicile. Professeur Idrissa Dembaba, bonsoir. Bonsoir Sarah. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Très heureux d'être sur ce plateau de la télévision Futur Média. Alors, pourquoi avoir ressenti, professeur, ce besoin d'écrire un livre consacré spécifiquement à l'asthme de l'enfant et de l'adolescent? Merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'offrez. Pour répondre à votre question, c'est que l'asthme représente la maladie la plus fréquente, n'est-ce pas, chez les enfants. Donc c'est une maladie chronique et c'est notre quotidien. On a l'impression que tout le monde est asthmatique et les chiffres sont assez quand même effarants. Plus de 10% dans la population générale. Et vraiment aussi, l'autre élément, c'est que c'est une maladie souvent sous-diagnostiquée, mal comprise. On a l'impression que peut-être c'est parfois une maladie mystérieuse et que personne ne veut entendre parler de mot asthme. Pourtant, c'est une réalité. Oui, absolument. En tout cas, le titre de votre ouvrage est très évocateur. Asthme de l'enfant et de l'adolescent. Une maladie à facettes multiples. À chacun son asthme. J'insiste sur cela. Vous présentez donc l'asthme sous différentes facettes. Qu'est-ce qui explique finalement cette grande diversité des formes d'asthme chez les patients? Absolument, ce que nous avons remarqué dans notre parcours, mais surtout dans nos observations, c'est qu'on a l'impression qu'il existe plusieurs formes d'asthme. Il y a des formes allergiques et des formes non allergiques, mais également à chacun son asthme, c'est ce que nous avons conclu. Vous pouvez être de même père, même mère, ou même être des jumeaux ou des jumelles, avoir de l'asthme avec des manifestations différentes. Et aussi, on voit souvent dans les... quand nous rencontrons les patients en consultation, ils disent non, mon papa n'est pas asthmatique, ma maman n'est pas asthmatique, j'ai des enfants asthmatiques. Je dis, c'est exactement le cas pour moi. Donc, ça veut dire que c'est une maladie à facettes multiples, c'est une maladie non transmissible qui a un soubassement génétique, mais aussi dont l'environnement, c'est-à-dire les facteurs environnementaux, influent beaucoup avec le changement climatique. Vous voyez, avec les fortes pluies que nous avons, donc il y aura une recrudescence des cas d'asthme. Donc c'est pourquoi on a à chacun son asthme. Alors, beaucoup de parents aujourd'hui, vous l'avez dit, confondent encore asthme, bronchite, toux chronique, allergie. Quels sont les signes qui doivent absolument alerter? Ce qu'il faut retenir, l'asthme est une maladie respiratoire et qui se manifeste par des symptômes respiratoires. Mais le symptôme le plus commun, c'est la difficulté respiratoire. Donc un enfant qui souvent respire mal, parfois siffle et tousse. Et aussi, c'est un enfant qui parfois, dont les symptômes surviennent pendant les rhumes et ça a tendance à le réveiller la nuit. Donc, quand ces symptômes sont récurrents, il faut penser à l'asthme. Maintenant, on reconnaît l'asthme surtout par sa manifestation aiguë, qu'on appelle classiquement la crise d'asthme, n'est-ce pas, qui est la forme la plus fréquente, qui parfois, chez les tout petits, sont confondus avec le rhume. C'est pourquoi je dis, mon enfant a une toux asthmatiforme, des fois il saute tout le temps, des choses comme ça. Et finalement, on se dit non, c'est une raison vraiment d'écrire un livre pour pouvoir expliquer aux parents, aux professionnels de la santé, que l'asthme, c'est une maladie qui, surtout quand on diagnostique précocement, on peut la traiter et c'est également, il y aura un impact positif sur la qualité de vie. C'était l'objet de ma seconde question. Est-ce qu'on peut guérir de l'asthme justement? Est-ce qu'un enfant garde forcément son asthme toute sa vie? Est-ce qu'on peut réellement guérir de cette maladie? Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'asthme fait partie de ce qu'on appelle des maladies chroniques. Quand vous avez une maladie chronique, c'est une maladie qui est supposée évoluer en deux phases. Il y a des périodes de manifestation aiguë où les symptômes sont là. Parfois, on dit ça crise d'asthme ou exacerbation aiguë qui peuvent être très sévères. Et il y a des périodes où la maladie est silencieuse. Et pendant ces périodes, effectivement, quand vous venez à l'hôpital, quand vous allez en consultation, il n'y a pas de symptômes. Et c'est ce qui fait que parfois, surtout quand on traite, il arrivera à des moments que les symptômes peuvent complètement disparaître pendant des années. Donc, je préférais plutôt utiliser le terme approprié que j'utilise chez mes patients, de dire que l'asthme, entre guillemets, peut disparaître pendant des années, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans,
Et parfois, je leur pose la question, quand votre enfant aura 50 ans, 60 ans ou même 90 ans, est-ce que c'est moi qui serai son médecin? Donc, ça veut dire que quelque chose qui a disparu peut toujours revenir. Ressurgir. Donc, c'est pourquoi insister surtout sur les mesures environnementales, bien entendu, le traitement. Alors, on entend beaucoup de choses, qu'il faut éviter justement les acariens, que les asthmatiques sont sujets souvent aux allergies. Quelle est la place de l'allergie dans l'asthme chez l'enfant? C'est une question très intéressante dans la mesure où il y a ce qu'on appelle, on peut classer l'asthme selon plusieurs façons. Il y a ce qu'on appelle des asthmes allergiques, c'est-à-dire c'est des patients qui vont faire de la rhinite allergique, qui vont avoir les problèmes de peau, le fameux Nocum City ou la sinusite, qui vont parfois même ont des allergies alimentaires. Et ce Donc l'asthme peut se manifester de manière cutanée. Effectivement, en fait, oui. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle l'allergie. Donc quand on dit allergie, c'est plusieurs formes, plusieurs maladies entre guillemets qui se regroupent, dont les problèmes de peau. Et nous, ce qui fait que parfois, dès qu'un enfant naît à des petits boutons, on va dire non, cet enfant a l'asthme de la peau, parce que ce qui suit en général, c'est les allergies alimentaires, c'est les rhumes à répétition et l'asthme. Donc ça, ce qu'on appelle le groupe de l'asthme allergique, qui est le groupe le plus majoritaire chez les enfants. Parce que 80, des fois 90% dans les études que nous avons menées. Maintenant, par contre, chez les plus grands, n'est-ce pas, on a ce qu'on appelle de l'asthme non allergique qui est beaucoup plus prédominant. Maintenant, une personne peut avoir de l'asthme avec toutes ces manifestations, comme peut avoir de l'asthme avec des manifestations qui sont légères. Maintenant, il faut noter aussi que quelle que soit la forme ou le type de l'asthme, ce qui est important, la prise en charge, n'est-ce pas, elle est importante et le diagnostic précoce permet vraiment d'améliorer la qualité. Vous avez parlé d'études, on parle justement d'une prévalence de près de 16% chez les élèves à Dakar et dans sa banlieue. Est-ce qu'on doit considérer finalement l'asthme aujourd'hui comme un véritable problème de santé publique? Absolument d'accord avec vous parce que l'asthme est un problème de santé publique et dans le livre même je raconte des petites anecdotes dans notre pratique en disant que quand vous allez la nuit à l'hôpital, c'est les asthmatiques que vous trouvez là-bas. Le week-end, c'est l'asthme. Les fêtes religieuses, c'est les asthmatiques. Parce qu'il y a une composante que changement de climat, l'environnement et les jours de fête. Donc, ce qui fait que souvent, donc, l'asthme est une maladie qui vraiment a plusieurs expressions et que vraiment, quand on ne le traite pas et qu'on ne le diagnostique pas tôt, ça impacte beaucoup sur la qualité de vie. Alors, pollution, poussière, parfum. Vaporisateur, moisissure, poussière domestique, fumée de cigarette. Est-ce que finalement l'environnement sénégalais provoque de l'asthme? Alors, ce que nous avons remarqué dans les études que nous avons faites, effectivement que la plupart des facteurs qui déclenchent la crise, qui exacerbent l'asthme, en fait, il faut retenir que la crise d'asthme, c'est la partie visible et c'est souvent dans les facteurs que vous avez cités, dont l'encens, que nos bonnes dames les mettent et parfois on dit arrêtez l'encens. Le tchouraï. Le tchouraï, voilà. Donc la cigarette et aussi parfois beaucoup de tapis, beaucoup de moquettes. Tout ça, c'est des lits d'acariens et aussi ça favorise, n'est-ce pas, un changement de la qualité de l'air intérieur. Et on sait que l'air que nous respirons, c'est ça qui va dans nos bronches et souvent c'est ça qui exacerbe l'asthme. Donc ce qui fait qu'il faut souvent, dans les mesures que nous donnons, attention, votre enfant a de l'asthme, attention, vous avez de l'asthme, faites attention à ça. Et surtout ne jamais fumer. Je pense que c'est quelque chose, que ça soit quel que soit le type de cigarette, que ça soit le puff que les élèves utilisent, c'est dangereux, ça donne de l'asthme et d'autres maladies, mais également ça peut donner le cancer. Tout ça, c'est des petites choses que vraiment que nous avons mis dans le livre. Un ouvrage très intéressant que franchement je vous suggère vivement, très facile à lire et très pédagogique. Une question très importante pour les parents, on l'entend souvent, mon enfant est asthmatique mais je ne voudrais pas qu'on lui administre des corticoïdes. On a souvent peur de ce traitement à base de corticoïdes. Est-ce qu'il faut avoir peur de ces traitements de fond, professeur? Pour dire vrai, l'asthme, si on revient sur vraiment là où se situe la maladie, c'est les bronches. Les bronches, c'est les tuyaux qui apportent l'air qui rentre dans nos voies respiratoires, c'est-à-dire à travers le nez, la bouche et qui vont jusqu'au niveau des alvéoles pour être échangés. Ça passe, c'est conduit, c'est là-bas qu'il y a de l'inflammation. Donc les sirops, les comprimés ne peuvent pas traiter de l'asthme. Pour traiter de l'asthme, c'est les pompes. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est le traitement inhalé. Maintenant, par contre, dans le traitement inhalé, il y a deux catégories, des médicaments qui soulagent rapidement. C'est le fameux aérosol, c'est la ventoline, c'est le butoasma, qu'on appelle les médicaments qui soulagent les bronchodilatateurs. Mais à eux, seuls ces médicaments ne suffisent pas. Il faut mettre ce qu'on appelle le traitement inhalé. Donc,
les corticoïdes inhalés qui sont des anti-inflammatoires. Et c'est des très faibles doses, il n'y a pas d'effet secondaire. Maintenant, par contre, dans la population, il y a beaucoup d'amalgame qui est fait par rapport aux corticoïdes. Effectivement, si votre enfant ne prend pas le traitement de fond, c'est-à-dire la pompe qui soigne l'asthme, ce qui va arriver, quand il fait des crises, ou souvent les gens ont tendance à le donner ce qu'on appelle corticoïdes par voie orale, en forme de comprimés, en forme de gouttes, qui vont impacter beaucoup vraiment sur l'appétit et aussi va entraîner ce qu'on appelle effet rebond. Au début, vous avez l'impression que ça marche et en fin de compte, finalement, ça a tendance à aggraver l'asthme. Être moins efficace au fil du temps. Vous insistez beaucoup dans votre livre sur l'éducation thérapeutique. Hein. Vous avez alerté sur les conséquences de l'asthme mal contrôlé, problème sur le sommeil, performance scolaire. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'un asthme mal pris en charge peut tout simplement compromettre la réussite scolaire d'un enfant? Tout à fait d'accord. Ce que nous avons vu, beaucoup d'enfants s'absentent à l'école et parfois ils n'arrivent même pas à courir, parfois ils ne dorment pas bien la nuit. C'est ce que je dis parfois aux patients. Si votre enfant ne dort pas la nuit, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller à l'école, mais il va de temps en temps dormir et être moins concentré. Donc si on ne traite pas l'asthme, ça va entraîner beaucoup d'une détérioration de la qualité de vie, c'est-à-dire un enfant qui va parfois ne pourra pas jouer comme ça de manière, ne pourra pas courir, les parents vont être tout le temps s'absenter, tout le temps au travail, ils sont tout le temps dans les hôpitaux, on va avoir beaucoup de médicaments, beaucoup de sirop qui ne servent à rien. Alors qu'il suffisait juste de diagnostiquer de l'asthme, être sûr que c'est de l'asthme, parce qu'il y a d'autres pathologies qui peuvent ressembler à l'asthme, la bronchiolite, la tuberculose et également d'autres malformations ou des problèmes cardiaques. Donc en général, quand vous venez en consultation, on examine l'enfant et l'examen est souvent normal entre les crises et les radiographies que nous faisons sont normales et dans ce cas-là, on fait parfois le test d'exploration fonctionnelle et on met sous traitement. Donc dans 95,5% des cas, la maladie évolue favorablement. Il n'y a qu'à peu près un enfant sur 200, 0,5% de cas, où nous avons ce qu'on appelle l'asthme sévère. Et l'asthme sévère, ça ne court pas les rues. Et avec un bon traitement, et nous insistons beaucoup sur l'éducation thérapeutique, comme toutes les maladies diabétiques, pour vraiment améliorer cette qualité de vie, pour que l'enfant aille à l'école, j'insiste beaucoup là-dessus, pour que l'enfant puisse jouer, l'asthme est compatible avec le sport, pour que les parents puissent vraiment dormir tranquillement la nuit. Et je pense que c'est ça aussi le propos de mon livre. Alors, vous avez de nombreuses casquettes. On va s'intéresser à celle du pionnier en oxygénothérapie à domicile, donc chez l'enfant au Sénégal. Qu'est-ce qui vous a conduit à développer cette prise en charge? J'ai séjourné dans un pays, au Sénégal, où le plateau, au Canada, où le plateau technique est très relevé. Et ce que nous avons remarqué, que parfois certains patients ont ce qu'on appelle l'insuffisance respiratoire chronique, ils restent des mois à l'hôpital. Et ce qu'il leur faut, c'est juste avoir de l'oxygène à domicile. Et parfois, c'est compliqué à faire, c'est difficile à faire parce que ça coûte de l'argent. Et nous avons eu des cas d'enfants, effectivement, où nous avons dit oui, avec mon équipe, n'est-ce pas, et d'autres personnes nous ont dit oui, on va mettre ces enfants sous oxygène à domicile pour qu'ils puissent vraiment continuer à vivre en famille. Et heureusement, nous avons eu des cas de succès et ça, vraiment, il y en a Qu'est-ce que cela demande? Qu'est-ce que cela coûte par rapport à une hospitalisation, par exemple, à l'hôpital? Disons, quand la particularité de la pédiatrie, quand vous êtes hospitalisé, s'il y a l'enfant, il y a la maman qui reste là-bas pendant des mois, alors que parfois, on a juste besoin que de l'oxygène. Donc, et ça, avec un bon extracteur, avec une équipe bien formée et avec un bon suivi, nous avons vraiment réussi à pouvoir sauver certains enfants et qu'ils puissent aller à l'école. Il y en a même une qui est actuellement à Saint-Louis, qui est maman de 2 enfants, alors que moi en 2011, 2012, 2013, voilà, je ne parierai pas sur ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de Sénégalais justement qui recourent à l'oxygénothérapie et quels sont les principaux obstacles à cette offre de service? Est-ce que c'est plutôt le coût, les équipements, la disponibilité des spécialistes? C'est surtout mettre l'oxygénothérapie à domicile, ça demande toute une logistique. C'est pas juste trouver l'appareil et laisser l'enfant partir, la solution est trouvée, non. Chez l'enfant, ce qui est difficile par rapport à l'adulte, chez l'enfant, quand on commence, on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'arrêter. Et parfois, ça peut prendre beaucoup de temps. Et heureusement, parfois, les enfants, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle cette croissance pulmonaire. Les alvéoles ne sont pas encore complètement là, les 300 millions d'alvéoles. Donc, si on les traite bien, et parfois, certains, on les met sous oxygène à domicile pendant
1 année, 2 années, 3 années, on voit qu'ils s'améliorent. Et on arrive vraiment à les sevrer de l'oxygène. Et laisser les parents tout seuls, pour ça, parfois c'est très difficile. Et nous, ce qu'on dit, quand on soigne les enfants, on les soigne comme nos enfants. Donc on n'a pas, voilà, on n'attend personne, on se bat pour eux. Et ce que nous disons aussi, c'est que le médecin, c'est le premier avocat vraiment de son patient. Donc on doit tout faire pour que chacun puisse vraiment avoir une qualité de vie, mais aussi pouvoir sauver certains enfants. Alors je rappelle que c'est un livre où vous avez donné justement la parole à des enfants et aux parents également, ce qui rend ce livre encore plus agréable à lire. On va terminer avec une dimension plus personnelle parce que après des années passées auprès d'enfants souffrant de maladies respiratoires, aujourd'hui professeur, qu'est-ce que vos jeunes patients vous ont appris sur cette maladie qui est l'asthme, que les livres de médecine que vous avez longtemps parcourus, feuilletés, ne vous ont pas appris? Ce qu'ils m'ont appris, c'est surtout cette passion, vraiment de se battre, n'est-ce pas? Et surtout aussi de savoir que derrière chaque souffle retrouvé, n'est-ce pas? Il y a une famille qui espère, n'est-ce pas? Une famille, les gens, quand tu le vois, il y a de l'espérance. Il y a aussi surtout un enfant qui se bat. Vous voyez, quand un enfant a un problème respiratoire, c'est pas le cerveau, il est là, il est conscient, mais il a des difficultés. Donc il se bat. Et aussi il y a surtout n'est-ce pas, des soignants, que ce soit des médecins, des infirmiers, des paramédicaux, des assistants sociaux qui refusent d'abandonner. Et vraiment c'est ça que les enfants nous m'ont appris et que nous apprennent, et que aussi la médecine, ça s'apprend au lit du malade. Et c'est vraiment ça notre raison d'être. Votre message pour les parents d'enfants asthmatiques qui nous écoutent ce soir? Pour leur dire que l'asthme est une maladie chronique qui peut être soignée, qui peut être prise en charge ici, et que le plus important c'est le pompe. Et l'asthme, il y a beaucoup de croyances. Il y a certains qui pensent qu'en allant qu'on appelle au parc de Anne, en prenant les pipis d'un lion, ça peut guérir de l'asthme. C'est pas possible. Il y a des gens qui croient que l'eau qui distillée, qui sort du climatiseur, qui contient beaucoup de microbes pour soigner de l'asthme, ça c'est faux. Et il y en a également qui pensent qu'en ayant une tortue à la maison, que ça peut guérir l'asthme, ça c'est des faux. Et donc tout ça c'est des fausses croyances, parce qu'il y a de l'asthme dans des îles où il y a vraiment beaucoup de tortues. Et aussi chez nous les Peuls, on pense que quand j'étais à Ourossogui tout jeune, on disait que oui, quand quelqu'un mange un maragouya, vous voyez, il ne va pas faire de l'asthme ou son asthme va partir. Tout ça, ce sont des fausses croyances. Alors qu'il suffit juste de mettre un traitement de fond. Et beaucoup d'asthme disparaissent vers 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et l'avantage de mettre le traitement de fond et le sport, j'insiste là-dessus. Il faut que les enfants asthmatiques fassent du sport, prennent leur traitement de fond. Quelle forme de sport? La natation, n'importe quel sport? Vous avez un sport dans les bouquins, les gens disent la natation, mais moi j'ai pas une piscine chez moi, je sais pas si vous avez. Voilà, donc mais ce que je leur dis, les enfants peuvent courir, les enfants peuvent faire le foot, ils peuvent faire beaucoup d'activités, mais en prenant surtout le traitement de fond et en suivant surtout les recommandations des spécialistes. Merci beaucoup, professeur Idrissa Dembaba, d'être passé nous voir. Vous êtes auteur de cet ouvrage, donc Asthme de l'enfant et de l'adolescent, une maladie à facettes multiples, à chacun son asthme. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur, spécialiste en pneumopédiatrie, allergologie, pionnier de l'oxygénothérapie à domicile, et vous êtes surtout le chef de service de pneumologie pédiatrique à l'hôpital d'enfants Albert Royer de Fann. Merci d'être passé nous voir. C'est moi qui vous remercie. Excellente suite de programme en notre compagnie, chers téléspectateurs.